impressionné par cette salle. Je vois des têtes que je connais, des gens que je ne connais pas, des gens qui sont sûrement des curieux. Je suis Essed Ismail. Ici, je suis en... Juste avant moi, c'était très intéressant parce qu'il y avait mon ami Tahar, je suis franco-marocain, je connais Tahar depuis longtemps, qui parlait de comment on peut faire des choses au Maghreb. Et juste après, je voyais nos amis de chez Access avec qui Tahar travaille également. Et quelque part, je suis l'illustration à mon insu de cet exemple qu'on peut faire des choses entre deux pays, le Maroc et la Tunisie. En fait, on m'a demandé de venir, pas vous parler de slides, de chiffres, etc. Vous avez eu de très belles présentations juste avant. Et je vous invite vraiment à aller visiter les SlideShare, parce que vous avez du contenu partagé par nos collègues d'Access to e-Business. Mais on m'a demandé de venir vous parler un peu de l'expérience que j'ai vécue, mes 2 dernières expériences. L'actuelle, je vous l'ai été présentée, je suis PDG aujourd'hui de Tahar. J'ai vu que tout le monde connaissait Tahar. Et juste avant, j'étais le créateur, en 2014, en fait, d'une start-up au Maroc qui a été à l'époque la première Uber africain, et qui a été racheté par Calim, qui est le Uber du Moyen-Orient. Donc, j'ai construit un digital business au Maroc qui a été mené assez successful. Et aujourd'hui, je suis à la tête d'un autre business, j'ai aucun mérite de l'arrivée, qui est successful aujourd'hui en Tunisie. Et donc, la question qu'on pose souvent et qu'on m'a posée, c'est est-ce qu'il y a des choses qu'on peut prendre de ces 2 expériences et qui font que il y a des choses qui peuvent peut-être être réplicables. C'est ça que j'essaie de partager avec vous lors de cette présentation-là. Je vous rassure, j'ai même pas 4 slides, mais sur les slides, il est juste du comique. Je ne suis pas beaucoup foulé pour ça. Je veux vraiment surtout partager de l'expérience autour de ça. Et la première chose qu'il faut noter, c'est que d'abord, c'est assez dur. Je n'ai pas de clic, je n'ai pas de là. Voilà, c'est ça les slides que j'ai préparés. D'abord, il ne faut pas se mentir, c'est dur. C'est vraiment dur. On a des marchés qui sont petits. On dit de 11 millions d'habitants, si c'est quelques millions de connectés, sur les personnes connectées, la plupart n'ont jamais, à part Facebook, Google et autres, et Tahar, il n'y a pas d'activité. Par exemple, Karim, on faisait du transport. Faire du transport avec un smartphone, c'était un truc incroyable au Maroc. Et faire du shopping, se faire livrer de la bouffe, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude. Donc c'est des marchés qui sont petits en volume. On parle de population Maroc, c'est 35 millions d'habitants, l'Algérie c'est 40. On fait la somme des 3, on arrive à 80 millions, c'est même pas la Turquie. Donc il n'y a pas de marché commun. Donc si on mettait tout ensemble, c'est ridicule. Et donc on est sur des marchés petits, des marchés fragmentés, des marchés qui sont immatures. Donc on est sur des... Ça peut démoraliser quand on voit ça. En plus, j'ai commencé par vous démoraliser, et en plus je mettrai les bonnes nouvelles après. Sinon je ne serai pas là. C'est un marché où le talent est rare, il ne faut pas se mentir. Il y a sûrement des gens très talentueux ici, mais sûrement qu'il y a une bonne partie du talent ici. Et donc, si on veut construire, si on a des bonnes idées, si on a de l'énergie, si on a même du financement, il faut faire avec des gens. Dans ce milieu ou en fondateur, on ne peut pas tout faire. Le talent n'est pas si fréquent que ça, même si en Tunisie, je dois dire qu'il est largement meilleur que ce que j'ai vu en MENA, par ailleurs. Mais bon, en volume, c'est pas non plus énorme. On a des réglementations qui nous aident pas. Les réglementations qui ne nous aident pas, il y a d'autres pays. Je suis franco-marocain, j'ai vécu longtemps en France, la réglementation française est compliquée. Mais il y a des réglementations horribles, mais elles sont claires. Le problème qu'on a souvent en MENA, c'est qu'elles sont compliquées, et en plus ça dépend. C'est pas clair. Moi je demande souvent, j'appelle mon avocat sur 1 ou 2 éléments, et je dis, mais dans ce cas-là, on fait quoi? Il me dit, la loi dit ça, mais ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend. On va me renseigner. Et pourtant, on a changé des meilleurs avocats du pays, mais même elle, ça dépend des cas. Donc le ça dépend, il n'y a rien de pire pour monter un business parce que, je ne sais pas, il faut essayer et puis voir. Et puis, par définition, il n'y a pas de précédent. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, on est souvent le premier à le faire. Donc on ne peut pas se baser sur une expérience, sur des erreurs des autres, sur un business model qu'on peut copier, on fait un truc et puis il faut apprendre. Donc forcément c'est difficile.
Et on se tire les cheveux. Bon, je pourrais arrêter là, mais si je suis là, c'est que je ne veux pas arrêter là. Moi, je vois ça comme une chance, en fait. Peut-être parce que c'est mon état d'esprit, peut-être celui que devraient avoir les entrepreneurs, mais je prends tout ce que j'ai dit, je le renverse. Si personne ne l'a fait, c'est que vous avez une chance de briller parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. S'il n'y a pas beaucoup de talent, c'est que si vous avez des talents et que vous êtes un talentueux, vous émergez tout de suite. Le marché est petit, ça veut dire qu'on peut avec le coût du marketing aussi pas cher. Donc tout ce qu'on a dit peut être complètement inversé. Et donc du coup, il faut tenter. Il faut tenter et il faut prendre des risques. Voilà, la deuxième slide. Ma deuxième slide, c'est que du coup, il faut se planter. Il faut accepter de se planter. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est de se planter et d'apprendre vite et d'avancer. Moi, je ne fais pas de conneries. À la fois chez Kelly et aujourd'hui chez Tayal, je vais vous en donner deux, trois des conneries que j'ai faites. La première, c'est que je n'ai pas été assez exigeant avec les gens que j'ai recrutés, notamment dans mon ancienne expérience. Ce n'est pas le cas actuellement, j'ai une magnifique équipe. Mais au début, j'ai voulu aller vite et j'ai pris des gens bien. Ouais. Mais moi, quand je recrute sur trois éléments. Je prends des gens qui sont compétents, ça c'est important. Avant, c'était ça pour moi le plus important. En fait, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est les deux autres éléments. Le deuxième élément, c'est des gens qui peuvent évoluer vite et qui ont la soif d'apprendre. Quelqu'un qui, à la limite, ne sait pas faire aujourd'hui, mais qui a envie d'apprendre, peut-être que ce dont tu as besoin dans 6 mois, c'est une autre compétence, et donc il va apprendre avec toi. Donc la volonté d'apprendre et la volonté, eagerness to learn, vraiment d'aller vite et de se battre, ça c'est hyper important, c'est pour moi le deuxième critère, et c'est peut-être le plus important des trois. Et le troisième, évidemment, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit, chaque boîte a son état d'esprit. Je ne dis pas qu'une est meilleure que l'autre. Moi, j'aime bien l'état d'esprit dans ma structure. Je suis comme je suis, et donc les entreprises me ressemblent plus ou moins, ou en tout cas au groupe où je suis. Et je ne dis pas que c'est bien, mais il faut que la personne qui rentre soit dans l'état d'esprit de cette équipe-là. Et si elle n'est pas dans cet esprit-là, elle va être rejetée par l'équipe. Donc, je n'ai pas été assez exigeant. Et ça, je ne referai plus jamais cette connerie. Ça m'a fait perdre beaucoup de temps, d'énergie, parce qu'après, une fois que la personne est là, pour la sortir, c'est compliqué. Donc, ça, c'est une grosse connerie, je ne la referai plus jamais. Et je ne l'ai pas fait aujourd'hui, depuis que je suis en Tunisie, sur la nouvelle équipe. La deuxième chose, c'est la dispersion. Et ça veut dire que, comme personne ne l'a jamais fait, par définition, on va tenter 3 trucs. On va lancer 5 chantiers. Je suis un ancien consultant, donc je sais faire des slides cadrés, normalement, avec des schémas hyper précis et tout. Et du coup, on va se lancer 5 chantiers en même temps, déclinés en 14 KPI et trucs précis, machin, des deadlines, des rendez-vous, tout ça. Ça, c'est de la dispersion totale. J'ai appris que tout ce que j'ai appris pendant mes 10 ans de conseil, je le laisse tomber, je la mets dans le tiroir. Je vais finir 2 chantiers avec 3 indicateurs et on va se faire que ça. Si on n'est pas, on arrête, on change, on met 2 autres trucs et on se focalise. Et jusqu'à ce qu'on teste, je crois qu'on a pris. Donc les grands plans avec 10 manières de faire, puis la dispersion, ça ne fonctionne pas. En tout cas, quand on veut innover dans le digital, sur des petits marchés comme les nôtres. Je ne dis pas que c'est vrai pour tous les business, je ne dis pas que c'est vrai dans tous les pays, mais je suis ici pour parler de digital en Afrique du Nord, en tout cas en Afrique. Il faut se focaliser parce que par définition, personne ne l'a jamais fait. Donc ça aussi, c'est beaucoup de souffrance et d'heures perdues à faire 5 chantiers à la fois. Et en fait, après, on ne sait pas ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas parce qu'on a 5 trucs en même temps. On ne peut pas savoir. Une des autres conneries que j'ai faites, c'est que j'ai fait du marketing trop tôt. Soit du marketing trop tôt, soit penser que, quand on est dans le produit technologique, que c'est la technologie qui fait la solution. En fait, non. Tous les gens qui font du lean startup ou qui étudient la méthodologie de startup savent très bien que le marketing, c'est un truc qui vient une fois que ça marche déjà. C'est bête, hein, mais le marketing, ça vient une fois que ça marche. Prenez un exemple, vous avez 2 magasins, c'est les mêmes magasins dans une rue, et il y en a un qui fait même devanture, même prix, ils vendent tous les 2 du pain pour simplifier. Le premier magasin, ils vendent du pain, mais ils vendent du pain, ça va, le service, ok. Et tous les jours, il y a quelqu'un qui passe devant le magasin, il rentre. Donc, premier jour, il y a un mec qui rentre, il achète le pain, il trouve ça sympa, sans plus. Le lendemain, il va tester le magasin d'à côté. Donc, tous les jours, il a un nouveau client, il a perdu celui de la veille, donc il a un client tous les jours. On est le magasin d'à côté. Bon, c'est une slide. Le magasin d'à côté, il fait toujours du pain, mais un peu meilleur. Donc, lui, il a le pain,
sympa, le mec il vient, le lendemain il dit ouais, sympa, je reviens. Et je ramène quelqu'un avec moi. Donc le lendemain, si vous avez suivi, il a un client plus un client qu'il a ramené, plus un nouveau client, parce que tous les jours il y a un nouveau client. 3 clients le lendemain. Le surlendemain, pour ceux qui font des maths rapides, c'est 7. Et ensuite c'est 15. Au 4e jour, 15 clients, premier cas, 4e jour, un client. Qu'est-ce qui a changé? C'est le même prix, le machin, etc. Juste que quelqu'un qui s'est occupé de son produit. Tout mon message, c'est le produit d'abord, et ensuite vous faites du marketing. Pensez que le marketing, c'est juste faire du marketing, vous pensez justement juste à votre paquet et pas au service, ça ne marche pas. Donc pensez à votre produit. Alors moi, du coup, j'ai appris énormément de choses. La première chose, c'est que c'est le job du CEO d'écouter les clients. Ce n'est pas le job de l'équipe marketing, ce n'est pas le job des commerciaux, c'est le job du CEO. Du patron doit aller écouter ses clients. Et ce que je fais tous les jours. Quand on a lancé Tayara Pro, voilà, pour faire la pub, on est là-bas si vous voulez nous en parler. On a lancé Tayara Pro parce qu'on a compris que les gens ne voyaient pas Tayara comme un outil pour faire du marketing. Donc, pensez Tayara comme site web. Ils disaient, mais comment vous gagnez votre vie? Donc, on a séparé les marques pour clarifier ce que c'est que Tayara qui est une place de marché et Tayara Pro qui est une solution business pour faire du marketing. Très simplement. Voilà, ça c'était un client qui nous a dit. Et c'est un truc que j'ai compris moi en écoutant les clients. Et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris. La deuxième chose que j'ai appris, c'est qu'il faut se focaliser sur la croissance. C'est-à-dire avoir des indicateurs, comme j'ai dit. Et le seul truc, moi je dis par exemple à l'équipe, on va être 5 fois plus gros dans 2 ans. Comment 5 fois plus gros? On va être 5 fois plus gros dans 2 ans. Et on va y arriver de manière simple. Et toutes les semaines, on va grandir de 2%. 2% toutes les semaines, ça paraît honnête. Faites les maths. 2% toutes les semaines après 2 ans, ça fait 5 fois plus gros. Les gens disent 5 fois, comment ça se fait? 2% par semaine. Et juste 2% par semaine, pas plus, 2. Et ça fonctionne, quoi. Et on est en train de, Tayara et Tayara Pro, en train d'avoir une croissance importante grâce à cette focalisation à la semaine. Chaque semaine, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? Lundi, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je vais conclure parce que c'est le moment de conclure, mais finalement, même si on fait tout ça, même si j'ai beaucoup appris, parce que le truc que j'ai le plus appris, c'est que le marché est en petit. J'irai même plus loin que mes amis et collègues ici à Lund, c'est que l'Afrique du Nord, c'est trop petit. C'est qu'il faut penser Afrique aujourd'hui. C'est le prochain milliard. Et il n'y a rien d'autre qu'un Africain pour comprendre ce que c'est que le besoin d'un Africain. D'accord? Ceux qui le font, notamment en Afrique de l'Est, le font beaucoup mieux que nous. Ils ont compris que le mobile payment est un truc qui change la vie. Aujourd'hui, au fin fond du Kenya, dans un bidonville, les gens ils payent par SMS depuis 10 ans. C'est pas un truc qui est venu de Silicon, quoi. Et pareil, aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, ça commence à avoir des monnaies et d'autres se font du mobile payment. Donc, l'Afrique est aujourd'hui la prochaine barrière. Donc moi, je ne sais pas s'il y a des institutionnels, des officiels ici, gens qui représentent l'État. Il n'y en a personne, ben, ils devraient être là. Moi, j'ai 3 demandes simples, et qu'elles soient relayées. 1, puisqu'on veut créer du digital en Afrique, ou des champions digitaux dans chaque pays, il faut qu'on puisse avoir un marché. Quand un Chinois lance, c'est un milliard. Quand un Américain lance, Tahab l'a dit, il a tout de suite TechCrunch, etc. Là, il faut qu'on puisse avoir une SARL digitale africaine. Une SARL digitale africaine. C'est un statut qu'on peut créer, réservé juste au digital. Même pas 1% du PIB, ça n'a pas d'impact sur les monnaies, le danger, la convertibilité, etc. On parle de peanuts. Mais du jour au lendemain, je suis une société tunisienne ici, parmi les startups stars, qui veut se développer en Afrique. Ils n'ont pas à trouver une structure dans chaque pays. Ils peuvent embaucher là-bas, ils peuvent payer les gens, etc. C'est très simple, ça ne prend pas de temps. Et deuxième demande, parce que je chapitre des demandes, c'est que du coup, par conséquent, les talents puissent voyager pour ces startups, pour ces digital SARL africaines, que les talents puissent être, pas avoir de visa, de problème, etc. S'il y a un super développeur camerounais ou un ivoirien qui veut être embauché parce que le meilleur qui vient, et vice-versa. C'est un développeur tunisien qui peut s'embaucher au Côte d'Ivoire parce qu'il y a un très bon entrepreneur. Là, tout de suite, on a créé un marché, ne serait-ce que la CEDEAO, c'est-à-dire l'Afrique francophone, on parle de 250 millions de personnes. On change de dimension. Et si on a ces deux choses, deux petites choses, pas compliquées, déjà, on a un potentiel énorme et on peut créer des champions. Et à partir du moment du champion, on aura de la médiatique, on aura du financement, et donc d'autres vont créer, et ainsi de suite. Mais c'est pas en restant sur un petit marché marocain, tunisien, algérien qu'on va y arriver. Voilà. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, merci.